Alors, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle capsule donc, concernant le premier chapitre. Alors, la dernière fois, donc, voilà, on avait dit qu'un signal sinusoïdal, en fait, on peut le représenter par un nombre complexe et que le nombre complexe, ça se présente aussi par l'intermédiaire d'un certain de vecteurs dans le plan complexe. Bien, il est toujours, bien sûr, très important de représenter à la fois la tension et le courant pour voir quelle est la grandeur en avance ou celle qui est en retard par rapport à l'autre. Très bien. Donc, ici, par exemple, sur le schéma, donc, on tourne dans ce sens-là. Donc, celle qui est en avance, ça doit être la tension. Celle qui est en retard, c'est le courant. Et c'est très important aussi de déterminer cet angle entre les deux grandeurs. Parce que, en fait, ces trois éléments qui sont la valeur efficace de la tension, la valeur efficace du courant et l'angle vont intervenir dans l'expression des puissances qu'on va déterminer un peu plus tard. Bien, alors voilà. Euh, du cas particulier, donc, dans le cas d'une résistance, vous avez la tension et le courant, ils sont confondus. Et donc, ce qui fait que l'angle entre les deux, c'est égal à zéro. Et puis, dans le cas de la bobine, vous avez la tension, elle est en avance par rapport au courant d'un angle de pi sur 2. Et puis, pour la capacité, c'est l'inverse. Pourquoi tout ça? Parce que, donc ici, on va aussi introduire la notion de l'impédance. Donc, lorsqu'on va introduire la notion de l'impédance, elle va devoir nous expliquer tout cela. Alors, c'est vrai. Alors, l'impédance par définition, Z, comme vous le voyez ici, donc c'est la tension U bar sur I bar. Attention, ici, on utilise la notation complexe. Donc, c'est grâce à la notation complexe qu'on introduit cette notion d'impédance. Donc, c'est U bar sur I bar. Alors, pour la résistance, vous avez U bar, c'est égal à RE, ce qui fait ZR, l'impédance de la résistance, c'est R. C'est un nombre réel, positif. C'est pour ça que les deux grandeurs sont confondues ici. Par contre, ici, vous avez Z de la bobine, c'est égal à G et l'oméga. G et l'oméga, donc il y a un J. Donc, un J, en fait, l'argument ici, c'est si on prend le nombre complexe G et l'oméga, vous avez l'argument, c'est égal à pi sur 2. D'accord? Et ici, c'est moins pi sur 2. De toute façon, c'est pour ça qu'on représente de la façon suivante. L'essentiel ici, ce qu'il faut retenir, c'est cette notion d'impédance. C'est parce que c'est grâce à elle qu'on peut tracer finalement sur le schéma des nombres complexes, bien sûr le plan complexe, euh, les vecteurs, tension et le courant. Alors, on peut en même temps définir Y, ce qu'on appelle l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Donc, c'est I bar sur U bar. Okay. Donc, pourquoi il faut la définir aussi? Donc, en fait, Y bar, c'est juste 1 sur Z bar. Et bien, Y bar, c'est en séance déjà, alors que Z bar, c'est un nom. Alors, Z bar, il est utilisé notamment dans les circuits qui sont en série. Par contre, dès qu'on a des circuits en parallèle, le mieux, c'est de passer à Y bar. Okay. Bien. Alors, comme pour les résistances, donc les impédances, on les associe aussi. Donc ici, par exemple, vous avez deux impédances en parallèle. Donc, on peut bien sûr les remplacer par une simple impédance. D'accord? Donc, voilà, justement, lorsqu'ils sont en parallèle, on travaille avec Y. On écrit Y équivalent est égal à Y1 plus Y2. Mais si vous avez des impédances en série, alors vous mettez Z équivalent est égal à Z1 plus Z2. C'est ça le truc, juste pour vous expliquer que pour vous rappeler que en fait Y on l'utilise en cas d'association parallèle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous avons une résistance en série ou bien en parallèle avec une bobine? Bien sûr, dans ce cas, rappelez-vous tout à l'heure, lorsque nous avons la bobine à elle seule, I et I forment un angle de pi sur 2. Mais maintenant, et lorsque c'est uniquement une résistance, elles sont confondues. Donc, en fait, le I, il va se déplacer un peu.
plastique placée. Donc, pour une bobine pure, elle est là. Pour la résistance, elle est ici. Maintenant, vous les associez, vous obtenez quelque part, voilà, vous obtenez un angle qui est inclus entre pi sur 2 et 0. La même chose pour la capacité, avec une capacité pure, sans résistance, le courant, il est là. Avec la résistance, il est ici. Bien sûr, entre les deux situations, si vous avez une association des deux éléments. Maintenant, voilà, on arrive à la partie la plus intéressante ici dans le cours concernant les puissances électriques. Alors, je vous mène directement vous montrer en fait les trois choses les plus intéressantes, les trois puissances, ok? Donc, il y a trois puissances sur les bosons, trois puissances euh, très importantes. Alors, pourquoi il y a trois puissances? En fait, rappelez-vous, la puissance, vous l'avez dit, c'est quoi? C'est la tension fois le courant. Hein? Tension fois le courant. Maintenant, quand on travaille en régime sinusoïdal, on peut remplacer V de T par V racine de 2 sinus, et le I, on le remplace par V racine de 2 sinus oméga T moins phi. Alors, en faisant ça, en développant petit à petit, d'accord, on démontre que la puissance est égale à la somme de deux éléments, VI cos phi plus VI cosinus de oméga T moins phi. Alors, donc, il y a deux parties. Alors, cette partie-là, avec le temps, c'est ce qu'on appelle la puissance fluctuante. Alors que l'autre partie, c'est la plus intéressante, hein, celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la puissance moyenne, ou bien la puissance active. D'accord? Donc, la puissance active. Donc, voilà l'expression à retenir. C'est V fois I fois cos phi. Donc, n'oubliez pas que V et I sont de grandeur efficace. Et puis, le cos phi qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le facteur de puissance. L'unité utilisée pour la puissance active, donc, c'est le watt. Maintenant, on définit une deuxième puissance qu'on appelle la puissance apparente. Alors, la puissance apparente, c'est quoi? C'est uniquement le produit V fois I. V fois I. C'est comme si vous enlevez quoi? Vous enlevez le cosinus phi. Très bien. Alors, après, on va définir aussi ce qu'on appelle la puissance réactive. Alors, cette fois-ci, la puissance réactive, c'est encore V fois I fois sinus phi. Donc, vous remplacez cos phi par 1 sinus phi. Et on obtient ce qu'on appelle la puissance réactive. Alors, tout en fait, tout est représenté en détail sur le schéma en dessous. Donc, vous avez un dipôle, un récepteur. On va représenter VII dans le plan complexe. Et il y a un angle phi, bien sûr, entre le potentiel et le courant. Alors, donc, si vous connaissez maintenant la valeur efficace de I, vous connaissez la valeur efficace de V, et vous connaissez l'angle phi, ces trois éléments-là, alors ce sont les trois éléments essentiels pour déterminer les trois puissances. D'accord? Donc, c'est toujours comme ça. Donc, pour déterminer les trois puissances, il faut déterminer les trois éléments. Hein, et inversement. Donc, je rappelle, donc les trois éléments sont la valeur efficace de I, la valeur efficace de V et le cosinus phi. Alors, voilà, vous faites le produit des trois éléments, vous obtenez la puissance apparente. OK? Maintenant, pour la puissance réactive, on fait le produit de V fois I fois sinus phi. Donc, c'est très important ici de connaître, en fait, de savoir est-ce que vous avez un phi positif ou bien un phi négatif. Alors, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, sinus phi, c'est une fonction paire. Donc, il peut être sinus phi, ça peut être soit positif, soit négatif. Okay. Donc, ça veut dire que la puissance réactive, elle peut être soit positive, soit négative. Mais généralement, pour la puissance active, vous avez un cos phi il est tout le temps positif. Dans le cas d'un récepteur, bien sûr. Alors, et puis, vous avez la puissance apparente. Donc, on avait dit c'est uniquement le produit de V fois I. Donc, euh, voilà. Donc, ici, pour la puissance apparente, vous n'avez pas besoin, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître la valeur de phi pour la déterminer. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez plusieurs éléments? D'accord. Oui, en fait, mais avant de parler de ça, donc, voilà, donc la valeur efficace, on avait dit c'est Vmax divisé par sin de 2, Vmax divisé par sin de 2. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre les trois puissances? Oui,
Oui, effectivement, nous avons une relation. Vous avez, parce que là, vous faites pour le S, vous avez V fois I fois A. Et là, vous avez sinus, et là, vous avez cos. Et comme vous savez que cos carré plus sin carré égale à 1 carré, donc on peut aussi la traduire par dire finalement que S carré, c'est égal à P carré plus Q carré. Donc, ici, c'est la relation. C'est une relation très importante que vous allez devoir très souvent utiliser. Donc, S carré est égal à P carré plus Q carré. Et vous avez le facteur de puissance ici, cos phi, donc qu'on note parfois, c'est égal à K, c'est égal à P sur S, et que tangente phi, c'est égal à Q sur P. Alors, tout ça, toutes ces relations et ces expressions, on peut les regrouper sur un schéma que je vais vous montrer en dessous, euh, celui-là. D'accord? Celui-là. Mais avant d'arriver là, voyons des exemples particuliers. Et avant ça, on va définir ce qu'on appelle la puissance complexe. Alors, la puissance complexe, c'est en fait c'est une puissance sur laquelle on introduit pour déterminer les trois puissances en même temps. D'accord? On va les définir en même temps. Donc, on va essayer de les rassembler sur une seule grandeur qu'on appelle la notation complexe. Donc, autrement dit, la puissance complexe, elle va nous permettre de voir à la fois les trois puissances sur une simple expression qu'on note S bar. D'accord? Alors, S bar, par définition, c'est V bar étoile fois I bar étoile. Alors, I bar étoile, étoile ici, ça veut dire conjugué. C'est le nombre complexe conjugué. Donc, que vous connaissez. Donc, vous avez par exemple Z est égal à I plus GB. Donc, Z bar étoile, en fait, c'est A moins G. Donc, on n'avait qu'à mettre un moins euh, sur le J. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer la puissance complexe. Alors, la puissance complexe, il a forcément une partie réelle et une partie imaginaire. Devinez quoi? La partie réelle n'est que la puissance active, alors que la partie imaginaire, c'est la puissance réactive. Et son module finalement, n'est autre que la puissance apparente. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit cette notion de puissance complexe est tellement intéressante parce qu'elle vous permet de trouver à la fois les trois puissances d'un seul coup. D'accord? Mais voilà, il faut partir en partant de la définition que vous avez ici. Et star est égal à P fois par étoile. Maintenant, des exemples particuliers. Dans le cas d'une résistance, on va calculer la puissance complexe pour chaque élément ici. Alors, on va appliquer la définition. La puissance complexe, c'est U bar fois I bar étoile. Or, U bar, c'est R fois I bar. Et puis, ça donne R I carré. Donc, finalement, pour la résistance, vous avez U carré IR. Ça, c'est la puissance complexe. Ce qui fait la partie réelle, vous l'avez ici. Il n'y a pas de partie imaginaire, donc Q c'est égal à 0. Pour le L, c'est l'inverse. On n'a pas de puissance active et on a une puissance réactive. Pour la capacité, c'est pareil. Et puis maintenant, lorsqu'on va prendre une résistance et une bobine, on aura les deux parties à la fois. Donc, on cherche la partie, on cherche la puissance complexe. On prend sa partie réelle qui représente la puissance apparente et sa partie imaginaire qui représente sa partie plutôt la puissance réactive. De toute façon, dans le cas serré et dans le cas parallèle. Donc finalement, dès que vous avez une association d'une résistance et d'une bobine, ou bien d'une capacité, c'est ce qu'on appelle des éléments réactifs, bobine de la capacité, alors forcément, vous aurez les deux types de puissance ici. Maintenant, il y a un théorème très important qu'il faut connaître et qui nous parle de toutes ces puissances-là, des trois puissances, c'est ce qu'on appelle le théorème de Bouchereau. Alors, le théorème de Bouchereau, c'est lorsque on veut déterminer, par exemple, les puissances consommées par un ensemble de récepteurs. Par exemple, imaginez, vous avez plusieurs maisons, ou bien plusieurs bâtiments ici. Donc, un premier bâtiment alimenté par un réseau monophasé. Vous avez un premier bâtiment, un deuxième, et jusqu'à un certain nombre de bâtiments. Alors, premier, il consomme une puissance P1 réactive, P1 active, Q1 réactive, P2 active,
Q de réactif, etc., etc., etc. D'accord? Alors, quelle est la puissance totale, quelle est la puissance totale consommée par l'ensemble de ces bâtiments? Ben, pour les réactifs, vous n'avez qu'à sommer les réactifs de chaque bâtiment. Pour les puissances actives, vous faites la même chose, mais attention, il ne faut pas le faire avec les puissances apparentes. Il ne faut pas le faire avec les puissances apparentes. Avec les puissances apparentes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, voilà, il faut envisager en fait, de faire ce qu'on appelle des triangles de puissance. D'accord? En fait, chaque bâtiment il est représenté par un triangle. Vous voyez? Vous avez P1, Q1, et ça, ici, c'est l'hypoténuse du triangle. Et bon, ici, par exemple, avec un Q1 positif, on peut aussi avoir des Q, rappelez-vous, un négatif. Et ça donne un triangle vers le bas, etc., etc., etc. D'accord? Euh, voilà ce qu'il faut savoir ici. Donc, la puissance apparente en fait globale, donc vous la voyez ici sur le schéma, donc c'est le vecteur qui nous fait passer depuis le euh, point 1 jusqu'au dernier point ici. D'accord? Le premier point du triangle, du premier triangle, jusqu'au dernier point, jusqu'au sommet du dernier. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc le théorème de Bochreau et qui nous dit que vous pouvez sommer les puissances actives, vous pouvez sommer les puissances réactives, mais jamais, jamais on somme puissances, les puissances apparentes. Et pour les puissances complexes, bien sûr, on fait également la sommation. D'accord? On fait également la sommation. Très bien. Donc, en fait, ici, quelle est la relation entre S et entre les puissances apparentes? Bon, c'est ce que je dois en fait vous écrire ici sur un tableau, juste pour vous montrer. Je vais refaire le schéma ici, parce qu'il s'agit d'un théorème très important. Alors, je vais prendre le soin de vous donner les expressions euh, qu'il faut savoir pour la puissance active. Okay. Alors, voilà. Alors, vous allez m'excuser, je vais devoir en fait rajouter la tablette pour écrire.
Eh bien, donc, on a dit quoi? On a dit, voilà, donc, vous avez la phase qui est en rouge ou marron parfois, et vous avez un autre qui est toujours en bleu. Okay. Bien. Je vais faire ça comme il faut. Bien. Donc ici, on va en fait alimenter plusieurs bâtiments. Bâtiment 1, bâtiment 2, et puis etc., jusqu'au dernier bâtiment. Voilà. Donc, on a dit quoi? On a dit qu'il y a en fait trois types de puissance. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez puissance la plus intéressante, c'est P1. Il y a Q2, pardon, Q2, non. Il y a Q1. Et puis, vous avez S1. D'accord? Vous avez S1. Et bien sûr, tout ça, on fait le voir dans S1 lorsqu'on calcule S1 bar. Okay? Qui, rappelez-vous, c'est égal à quoi? C'est égal à P1 plus J fois Q1. Très bien. Alors maintenant, une chose ici, vous avez Q2, Q2, et vous avez S2. Donc, les trois puissances, on les retrouve dans S2 là, qui est égal à I2 plus J fois Q2. Ok. Oui, jusqu'à la dernière maison, en fait, ici, alimentée. Donc, vous avez Pn, vous avez Qn, et vous avez Sn. Et vous avez Sn là, c'est égal à Pn plus J fois Qn. Très bien. Alors, tout ça, en fait, c'est alimenté voilà, par un système monophasique formé d'une phase et de quoi? Et d'un neutre. D'accord. D'un neutre. Enfin, pardon. Ok. Bien. C'est bon. Ok, très bien. Alors,
qu'est-ce qu'il faut en fait savoir? Eh ben, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans ces conditions, hein, nous, ce qu'on cherche en fait, c'est quoi? On cherche les éléments suivants. On cherche quelle est la puissance totale, active, et quelle est la puissance réactive totale, et quelle est la puissance apparente globale, et bien sûr la puissance complexe totale consommée par l'ensemble du bâtiment qu'on a ici. Donc imaginez un réseau qui alimente un certain nombre de bâtiments qui sont là. Voilà. Donc on cherche à déterminer les puissances consommées par l'ensemble de ces bâtiments. Très bien. Alors en fait c'est très simple. Donc c'est là qu'on utilise le théorème de Bouchereau. Théorème de Bouchereau. Alors le théorème de Bouchereau, en fait, elle dit que voilà, vous avez que la puissance apparente complexe, c'est égal à sigma des puissances apparentes de chaque élément. Donc ici, on va sommer à des puissances depuis la première maison, premier bâtiment ici. Vous avez le premier bâtiment, c'est 1, deuxième, et le énième, jusqu'à n. Et c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à sigma PI J fois QI. D'accord. Donc, j'ai remplacé ici par son expression. Et puis, je peux séparer cela. Donc, ça va s'écrire sous la forme de sigma PI, qui n'est autre que la partie réelle de la puissance complexe qu'on a ici, plus J fois sigma du QI. I égale à 1 jusqu'à n. Ici, la même chose, I égale à 1 jusqu'à n. Alors, ça, c'est la puissance complexe consommée par l'ensemble. Et ben, on l'écrit sous la forme d'une partie réelle plus une partie imaginaire. Alors, c'est là qu'on va comprendre tout de suite que, en fait, que la partie réelle qu'on a ici, ce n'est autre que, que la puissance apparente totale, celle qu'on a ici. Parce que c'est elle qui représente la partie réelle de S bar. Et que le segment du QI qu'on a ici, le segment QI qu'on a ici, n'est autre que la puissance réactive totale. Maintenant que vous avez déterminé on a déterminé en fait la puissance complexe totale et qu'on a la puissance apparente totale et la puissance réactive totale. Donc, vous avez les expressions, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, la puissance apparente totale, c'est égal à la somme des puissances apparentes partielles. Vous avez la puissance réactive totale, c'est égal à la somme des puissances réactives partielles. Et vous avez quoi? Et vous avez la puissance complexe totale, c'est la somme des puissances complexes partielles. Très bien. Donc ça, c'est des choses qu'il faut encadrer. Donc voilà. Donc, vous avez la première sommation. Pardon.
Pardon. Voilà la première sommation qui vous permet de déterminer la puissance complexe totale. Vous avez une deuxième sommation qui vous permet de déterminer la puissance active totale et une troisième sommation qui vous permet de trouver la puissance réactive totale. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver cet élément ici? Alors, en fait, c'est très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi le lien entre S et S bar. Eh bien, le lien, vous l'avez dans le cours. On sait que S, ce n'est autre que le module de S bar. C'est le module de S bar. Donc, on va chercher le module de S bar. Vous savez, le module d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est la somme de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Alors, quelle est la partie réelle de S bar? Eh bien, c'est P. Carré plus carré. Et ben voilà, on vient de trouver l'expression de notre puissance apparente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire S, c'est égal à la racine carrée de P qui est égal à sigma du pi, le tout au carré. Hein? J'ai remplacé la puissance apparente ici par ce qu'on a là. On somme jusqu'à I. Ici 1. Plus sigma du qui I, le tout au carré. Et ben voilà, c'est fait. Donc, finalement, on a trouvé l'expression cherchée pour la puissance l'ensemble de l'installation. Bien, alors comme ça, on vient de finir le chapitre. Donc, j'insiste ici sur ces puissances qu'on a écrites là, parce que c'est des choses vraiment très importantes qu'on va devoir également voir par la suite. On va devoir utiliser ces puissances très, très, très souvent. Donc, je vous conseille de bien traiter cette partie. Bien, alors on se retrouve pour une prochaine vidéo.